Bonjour à toutes et à tous, c'est M. Koulibaly Adaman, le statisticien économiste. Comme c'était promis, j'avais déjà promis de faire une petite vidéo introductive sur l'analyse des données économiques. Ça va concerner une petite base de données que j'ai à ma disposition ici. Et on va faire l'analyse avec Excel. Donc, Excel, c'est un outil, un logiciel que presque tout le monde utilise dans tous les domaines. Donc, on va commencer d'abord la formation avec le logiciel Excel. Et ensuite, nous allons continuer avec d'autres logiciels comme SPSS, et eView, Stata, etc. On a d'autres logiciels ici. Et sur la page, il y a d'autres vidéos qui sont là-bas qu'on a fait avec le logiciel CS Pro. Et ce logiciel CS Pro, c'est pour la collecte des données. C'était une série de formations de 3 à 4 vidéos avec ce logiciel. Donc ces vidéos sont déjà disponibles sur la page. Donc pour ceux qui souhaitent les regarder, vous pouvez les télécharger et les voir comment est-ce qu'il faut collecter les données. Parce que pour pouvoir analyser les données, les interpréter, il faut les avoir à sa disposition d'abord. Et comment est-ce qu'il faut faire pour avoir les données à sa disposition. Donc, j'ai commencé la formation par ça d'abord et ensuite maintenant, on va continuer avec l'analyse des données. Donc, la petite base à ma disposition, la voici. Donc, c'est une base en Excel. On clique là-dessus, on rentre. Ok, voici la base de données. On a l'investissement, on a PIB, on a le taux d'intérêt. Il s'agit de données d'un pays X. Son investissement, son PIB et son taux d'intérêt. Donc, on va faire deux types d'analyse ici. Analyse univariée et analyse multivariée. Quand on parle d'analyse univariée, il s'agit d'analyser chaque variable indépendamment des autres, une à une les variables. Et multivariée, il s'agit d'analyser au minimum 2 variables ensemble. C'est ça, multivariée. Donc, plusieurs variables univariées, une seule et unique variable. Donc, on va rentrer dans l'outil d'analyse. Il s'agit des données. Quand on rentre dans données, là, on vient jusqu'à l'extrême droit. À l'extrême droit, on trouvera l'utilité d'analyse. Chez certains, ils ne trouveront pas cette option. Donc, c'est pas grave, ça veut dire que l'option n'est pas activée sur votre logiciel Excel. Et pour l'activer, il suffit de venir dans les fichiers. Donc, quand vous êtes dans les fichiers, vous venez dans l'option. Et voici le complément, vous rentrez dans le complément. Donc, on analyse tout le pack. Donc, une fois que c'est coché, vous venez dans atteindre. Quand c'est atteindre, voilà, voici analyse tout le pack. C'est déjà couché chez moi. Analyse tout le pack VBA aussi, c'est couché. Donc, si ce n'est pas activé chez vous, ça veut dire que ce n'est pas couché ici et vous cochez. Parce que moi, je l'ai déjà activé, c'est pour cela que c'est couché ici. Donc, vous cochez et vous cliquez ici, OK. Donc, vous verrez cette option ici. Donc, vous rentrez dedans. On va commencer d'abord par analyser univariée, comme je dis. On va analyser les PIB, l'investissement, les PIB et les taux d'intérêt. D'abord et ensuite, on va faire analyse multivariée. Maintenant, on vient dans. On descend. On va faire la statistique descriptive. C'est la statistique descriptive. Donc, on clique sur OK. Donc, la plage. Donc, G. Sélectionne l'investissement. L'investissement. Donc, une fois que l'investissement est sélectionné, c'est parce que ça, c'est la plage de la variable. On sélectionne la variable ici. Maintenant, on dit colonne. Parce que moi, ma variable, c'est en colonne ici. Si c'est en ligne, tu coches la ligne. Donc, intitulé première ligne. Donc, je coche ça parce que ma première ligne, c'est l'intitulé. La première ligne, c'est l'intitulé, c'est l'investissement qui est la première ligne. Et les autres observations se trouvent en bas de la première ligne. Donc, on vient ici, on va cocher rapport détaillé. Donc, c'est les statistiques descriptives que nous cherchons. C'est ça le rapport détaillé. On va cocher niveau de confiance. Ça va donner un niveau de confiance pour les moyennes, par exemple. Donc, avec ça, il y a d'autres options.
comme par exemple qui maximum, minimum, on va le laisser d'abord. On va cliquer ici. OK. Donc, voici l'investissement. Donc, investissement, la moyenne d'investissement, c'est combien? C'est 551,6. Ça peut être en millions, ça peut être en milliards. Oui, c'est l'investissement d'un pays. Donc, l'unité de mesure, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est dans milliers ou milliards ou comment dire, millions. Maintenant, voici les quatre types. Les quatre types, c'est les quatre types des observations. Et la médiane, le mode. Et ça, c'est l'erreur type, hein. Excusez-moi, c'est l'erreur type. Ici, c'est l'écart type. La variance, il va agrandir. Maintenant, le coefficient, courtoisie, coefficient d'aplatissement, coefficient d'asymétrie, la plage, le minimum, le maximum, la somme des échantillons. On a 30 échantillons, le niveau de confiance à 95%. Maintenant, la signification de chaque élément. La moyenne, c'est une tendance centrale. C'est une tendance centrale. Ça. En moyenne, on a 531,6 par an. Ça peut être en milliers, ça peut être en millions. C'est l'investissement. Ça veut dire que le pays investit en moyenne 551,6 par an. Maintenant, l'erreur type, c'est les écarts types des échantillons. C'est les écarts entre les échantillons. Ça veut dire que si on prend un autre échantillon, un second échantillon, un troisième échantillon, alors les écarts types entre l'ensemble des échantillons, c'est 47,42. Et le mode. Et la médiane d'abord. La médiane, c'est 488,5. 488,5, c'est la médiane. Et cette médiane signifie quoi? Ça veut dire que dans l'ensemble des investissements, il y a 50% des investissements qui dépassent 588,5 et 50% des investissements sont en dessous des 588,5 unités monétaires. Est-ce que vous avez compris? Ça veut dire que 588,5 divise la série statistique en deux échantillons. Oui, en deux observations, en deux groupes d'observation du même effet, en deux groupes d'observation du même effectif. Donc le mode c'est 316 unités monétaires. Ça veut dire que quand on prend les 30 observations, parce qu'il y a 30 observations, ça compte 30 ans, PIB de 30 ans successifs. Ici, le nombre d'échantillons c'est 30, comme vous voyez ici. Donc il y a 30 ans successifs. Donc le mot, ça veut dire que 316 là, le mot 316 là signifie que dans les 30 observations, on a plus de 316 investissements que les autres montants d'investissement. Plus de 316 unités monétaires investies durant ces 30 années que d'autres montants investis. Maintenant, écart type. Écart type, c'est les écarts entre les observations autour de la moyenne. C'est l'écart moyen des observations autour de la moyenne. Ça veut dire que les observations s'écartent en moyenne de 259,74 de la moyenne 531. Donc quand vous regardez l'écart type là, l'écart type est très élevé. Donc quand l'écart type est élevé comme ça, on dit que vraiment il y a trop de fluctuations entre les investissements, trop de fluctuations entre les investissements. Maintenant, la variance de l'échantillon. Ça, la variance, comme vous le savez, on dit la racine carrée de la variance, c'est l'écart type, comme vous savez. L'écart type au carré, c'est la variance. Donc, ici, c'est courtoisie ou coefficient d'aplatissement. C'est moins 1,66. Donc, le coefficient d'aplatissement, c'est pour mesurer l'aplatissement des observations. Si les observations sont pointues ou bien si c'est aplati ou bien si c'est normal. Donc, très souvent, on compare ce coefficient-là à 3. Si c'est supérieur à 3, on dit que les observations ou la série statistique
La représentation de série statistique c'est supérieur à 3, la représentation de la série statistique est aplatie. Si c'est inférieur à 3, on dira que la représentation de la série statistique est pointue. Et si c'est 3, on parle de la normalité. On dit que l'association, c'est normal. Maintenant, coefficient d'asymétrie. Coefficient d'asymétrie, on compare à 0. C'est pour voir si les observations sont symétriques ou asymétriques. Ça veut dire que s'il y a autant d'observations à droite et à gauche, alors ce coefficient est toujours comparé à 0. Si c'est inférieur à 0, on dira que la série statistique est asymétrique. Si c'est supérieur aussi à 0, on dit c'est asymétrique. Mais si c'est 0, on dit c'est symétrique. Mais asymétrique gauche ou asymétrique droite. Si c'est inférieur à 0, on dit c'est asymétrique, mais c'est étalé à gauche. C'est-à-dire qu'il y a plus d'observations à gauche qu'à droite. Et si c'est supérieur à 0, on dit que la série statistique est étalée à droite. Il y a plus d'observations à droite qu'à gauche lorsqu'on fait la représentation graphique. Donc, on a le minimum d'observations, ça veut dire que pendant les 30 ans d'observation, le minimum des investissements pendant les 30 ans, c'est 158 unités monétaires. Et l'investissement maximum, c'est 925 unités monétaires durant ces 30 ans. Donc, quand on fait la somme des investissements, il s'agit de 15 948 unités monétaires. Le nombre d'échantillons, comme je viens de le dire, c'est 30 observations. Le nombre d'échantillons, comme vous voyez ici, c'est 30. À partir de là, 1, 2, 3, jusqu'à en bas, 30. Ça prend ici, ça prend fin ici. C'est pour cela que j'ai dit que c'est une petite base. C'est une petite base. C'est 30 observations. Donc, le niveau de confiance, c'est 96,88 à 95% de chance. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que même si on prend un autre échantillon dans ces pays, ça veut dire que si ce pays fait, si on prend un autre échantillon, le PIB, d'investissement, on trouvera que la moyenne des deuxième échantillon qu'on a pris va s'écarter plus ou moins de cette moyenne de 96,98, plus ou moins. C'est-à-dire que le minimum sera cette valeur moins cette valeur. Et le maximum de la moyenne aussi sera cette valeur plus cette valeur. C'est ce que ça veut dire. C'est l'intervalle de confiance pour les échantillonnages. Dans ce contexte-là, c'est pas facile de comprendre, mais dans d'autres contextes, on peut comprendre. Parce que ici, c'est les observations et c'est exhaustif. Quand c'est pas un échantillon prélevé au hasard. Mais par exemple, si on va dans un lycée, on prend 30 élèves, on calcule les moyennes. En général, de la moyenne, c'est-à-dire qu'on prend moyenne du premier élève, moyenne du deuxième élève, moyenne du troisième élève, et on fait la somme, on fait la moyenne générale. Ce qu'on va trouver, on garde, on peut prélever d'autres échantillons de 30 élèves ou bien de plus de 30 élèves dans le lycée et calculer les moyennes aussi. On verra que les deux moyennes ne seront pas exactement la même, mais il peut y avoir un intervalle de confiance. Donc, dans ce contexte précis, on peut comprendre. Mais ici, comme ici, c'est l'investissement d'un pays donné, alors, pas facile de comprendre. Donc, c'est la même chose que dans les autres variables. Donc, je pense que ce n'est pas la peine de faire pour les PIB ou les taux d'intérêt. Déjà, c'est la même chose. Si vous comprenez ça, c'est les mêmes données là qui vont s'afficher. Les mêmes données. Moyenne, erreur type, médiane, moyenne, écart type jusqu'au niveau de confiance. Alors, maintenant, nous allons passer à l'analyse multivariée. Maintenant, on va faire un modèle. Qu'est-ce qu'un modèle d'abord? Un modèle, c'est quoi? C'est un outil économétrique, un outil économique qui sert à quantifier les relations existantes entre les variables. Ça veut dire quoi? Si par exemple, on veut voir est-ce que les PIB permettent d'expliquer
l'investissement? Est-ce que les taux d'intérêt permettent d'expliquer l'investissement? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, est-ce que si le PIB augmente, l'investissement va augmenter? Ou bien si le PIB diminue, l'investissement augmente? Est-ce qu'il y a une relation positive ou négative entre PIB et l'investissement? Est-ce que les taux d'intérêt aussi ont une relation positive ou négative sur l'investissement? Est-ce que si ces relations-là sont positives ou négatives, elles sont significatives? Est-ce que ces variables sont nécessaires pour expliquer l'investissement? Donc, c'est ce que nous allons voir. Ça, c'est une analyse, disons, une analyse économétrique. Donc, je vais écrire d'abord le modèle et ensuite nous allons passer à l'analyse. Par exemple, on a investissement. On va prendre alpha. Alpha PIB. C'est le coefficient de PIB. Plus bêta. Le taux d'intérêt. Donc, vous voyez ici, donc vous voyez investissement qui est en fonction des PIB. Investissement, c'est en fonction des PIB. Ça, c'est le modèle économétrique. C'est le modèle économétrique. Donc, on va donner le modèle économique. Le modèle économique, ça, c'est pour donner en fonction l'investissement en fonction des PIB et des taux d'intérêt. Mais ici, le modèle économétrique, c'est écrit sous forme mathématique. Donc, très souvent, on vous demande de donner le modèle économique d'abord avant de donner le modèle économétrique. Donc, ce que je viens de faire ici, ça, c'est le modèle économétrique. Donc, je vais donner le modèle économique. Économique, oui, oui. Je ne sais pas comment revenir écrire encore. C'est pas là. Voilà. Le modèle économique, c'est même investissement. Ça s'écrit comme ça, égal. Maintenant, la différence est ici. Fonction de PIB, virgule, non, c'est taux d'intérêt.
taux d'intérêt. Excusez-moi, vous allez comprendre. Je pense que vous comprenez déjà. Donc, je ferme la parenthèse. Donc, vous comprenez que ça c'est le modèle économique. Donc, le modèle économique s'écrit comme ça. Donc, le modèle économétrique c'est écrit sous forme mathématique. Donc, quand on vous demande d'estimer les paramètres, il s'agit d'estimer les alpha et les bêta. Donc, on va faire ici cette estimation avec le logiciel Excel, toujours en rendant l'outil d'analyse. Donc, maintenant, accueil, toujours donné. Donc, utilitaire. Maintenant, dans utilitaire, on vient dans la régression. C'est la corrélation, parce que régression linéaire, c'est une régression linéaire. Donc ici, on a une plage de Y. Donc, la plage de Y, c'est la plage de la variable à expliquer, ou bien la variable endogène, c'est la variable qu'on cherche à expliquer. Donc, on cherche à expliquer Y en fonction des autres variables. Y, c'est l'investissement. On cherche à expliquer investissement en fonction du PIB et des taux d'intérêt. Donc, on va mettre investissement dans la plage Y. Donc, je sélectionne et voilà de l'investissement. Et maintenant, ici, ça c'est plage pour X. Donc, plage pour X, c'est pour sélectionner les variables de variable X. Les variables X, c'est les variables explicatives, les variables endogènes et exogènes au moins, exogènes, les variables qui expliquent. Donc, PIB et taux d'intérêt, c'est le PIB et le taux d'intérêt qui expliquent l'investissement. Donc, il faut cocher ces deux variables. Donc, ces deux variables sont cochées. Maintenant, ici, on va toujours cocher le niveau de confiance. Ça va nous aider. Maintenant, le résidu, donc, c'est pas la peine. Le courbe là, c'est pas la peine. Parce que c'est pas le but de la vidéo. Parce que sinon, les résidus ont des explications. Les courbes résiduelles aussi, c'est pour expliquer certaines choses. Alors, clique sur OK. Maintenant, une nouvelle feuille est créée. C'est la feuille 3 qui contient. Et voilà, on va agrandir d'abord avant de passer à l'interprétation. Mais bon, ce qui nous intéresse beaucoup, il s'agit de ce tableau. Et ici, donc, je vais sélectionner mettre en couleur d'abord les parties qui nous intéressent dans l'interprétation. Type observation. Bon, pas trop de. Ici, ça c'est. Et la valeur des fichiers. La valeur des fichiers. Bon, on va cocher. Maintenant, on va commencer par l'interprétation. En haut, statistique de régression. Maintenant, le coefficient de détermination multiple. Vous connaissez le coefficient de détermination. Le coefficient de détermination, très souvent, on dit que lorsque le coefficient de détermination multiple, c'est le coefficient de corrélation. Le coefficient de corrélation que vous connaissez déjà, qui explique si on peut lisser, c'est-à-dire si on peut faire une méthode de moyenne carrée. C'est-à-dire que si les observations sont alliées autour d'une droite, croissante ou décroissante, alors ça là c'est le coefficient qui détermination multiple ou coefficient de corrélation qui mesure cela. Tant que ça vaut déjà 90%, ça veut dire qu'on peut appliquer la méthode de moyenne carrée. On peut estimer par la méthode de moyenne carrée sans problème, sans faire le lissage. Parce que le coefficient de corrélation est très proche de 1. Toujours en valeur absolue. Maintenant, le coefficient de détermination carré. Le coefficient de détermination carré, il s'agit de
de montrer le degré de dépendance de la variable à expliquer, c'est-à-dire la variable investissement. Donc, ça veut dire que quand on a 0,90, c'est en termes de coefficient, on peut multiplier par 100. Donc, si on multiplie par 100, on trouve ça en termes de pourcentage. Donc, 0,90 multiplié par 100, ça fait 90%. Donc, 90,15. Donc, en termes d'interprétation, on dirait que 90,15% des fluctuations de l'investissement est expliqué par les taux d'intérêt et les PIB. Ça veut dire que les taux d'intérêt et les PIB expliquent l'investissement à 90%. Ça veut dire que si l'investissement de cette année, c'est 10 millions et l'investissement de l'année prochaine, c'est 20 millions, ça veut dire quoi? Cette augmentation-là sont expliquées par les PIB et les taux d'intérêt à 90%. Et les autres 10% là, c'est quoi? Et ça, c'est des thèmes d'erreur. Et j'avais même oublié d'ajouter ce thème d'erreur. Je dois ajouter ici. Ajouter les thèmes d'erreur. Excusez-moi, c'est très important. Même si dans l'estimation, on ne prend pas en compte, mais dans le modèle, on doit l'ajouter. C'est plus epsilon. Et plus là, c'est comme c'est multiplication en temps. Je vais prendre. Pourquoi ça ne marche pas? C'est plus. Le thème de reste, ça signifie quoi? Ça signifie les autres paramètres qui ne sont pas pris en compte. Comme on vient de le voir, on a constaté que l'investissement est expliqué par le PIB et le taux d'intérêt à 90,15%. Et le reste, environ 10%, est expliqué par quoi? Par d'autres phénomènes, par d'autres variables qui ne sont pas là. Et ces variables-là sont incluses dans epsilon, que l'erreur. Ça veut dire que si on trouve d'autres variables qui expliquent l'investissement, par exemple les dettes, les gens peuvent emprunter de l'argent pour investir. Donc les dettes là, si on trouve par exemple les valeurs des dettes et on met, vous allez voir que les coefficients de détermination que nous avons ici, au lieu de 0,90%, ça va au lieu de 0,90, ça va aller jusqu'à 0,96. Parce qu'on a trouvé d'autres variables qui expliquent. Parce que vous comprenez. Et ces coefficients de détermination carrés encore. Parce qu'il y a des coefficients de détermination. Dans les autres logiciels, ils montrent les différences, mais avec Excel là, ils trouvent que c'est la même chose. Et pourtant, c'est la même chose à peu près. Mais ça aussi, ça explique. C'est la même interprétation. 89% des fluctuations de l'investissement est expliqué par le PIB et les taux d'intérêt. Mais comment vous expliquez qu'il n'y a pas de différence? Coefficient de détermination, ça c'est coefficient de détermination corrigé. Donc c'est ça là qui est corrigé ici. Vous voyez que toujours ça là, c'est toujours inférieur ou égal à ça. Si par exemple, on avait par exemple 100 observations, ici on a que 30 observations. Si on avait 100 observations, vous verrez que les deux valeurs là, c'est avec la même chose. Si le nombre d'observations n'est pas grand, alors ça a tendance à être plus inférieur par rapport à ça. Sinon, c'est la même interprétation, la même chose. Mais je vous recommande de faire l'interprétation toujours avec ça, le coefficient de détermination carré corrigé, parce que ça va donner une signification un peu bonne si on n'a pas assez d'observations. Imagine que si on avait par exemple seulement 10 observations, vous allez voir qu'il aurait à avoir assez d'écart entre les deux valeurs. Donc plus le nombre d'observations est grand, plus l'écart entre les deux valeurs c'est réduit. Maintenant, erreur type, comme j'ai déjà expliqué, l'erreur type c'est de l'échantillonnage. C'est les écarts entre les échantillonnages. Ici, observation, on a 30 observations, c'est-à-dire qu'on a prélevé au cours de 30 ans successifs. Maintenant, analyse des variances. Analyse des variances, c'est des régressions et résidus total. Maintenant, c'est les degrés de liberté qui sont là. Les degrés de liberté, le 29 là signifie total des résidus, c'est 27. Les degrés de liberté, c'est toujours n
moins K moins 1. N, c'est le nombre d'observations, ça fait 30. K, c'est combien? K, c'est les paramètres ou bien les variables explicatives. On a combien de variables explicatives? On a deux variables explicatives, le PIB et le taux d'intérêt. Donc, 30 moins K, K c'est 2, moins 1, et c'est 1, bon, ça représente le reste. Donc, ça fait 30 moins 2 moins 1, ça fait 30 moins 3, ça fait 27. Et 27 là, ça représente le résidu. C'est le degré de liberté résiduelle. Dans le degré de liberté de régression, c'est le 2 là, il s'agit du nombre de variables qui expliquent que l'investissement et le PIB. Et l'investissement, c'est le PIB et le taux d'intérêt. Donc, c'est ce qui explique ça. Donc, total, ça fait 29. Maintenant, cette statistique, je n'ai pas même ça. La couleur, je devrais mettre ça en couleur. J'ai l'entrée manuscrit. Comment désactiver même? Bon, on va interpréter comme ça. Test de fichier. Donc, fichier calculé, c'est 123,57. Maintenant, la valeur critique des fichiers, c'est 2,57, 10 puissance moins 14. Donc, c'est comme c'est 0,000000002. Donc, le fichier calculé, le fichier montre la significativité globale du modèle. Est-ce que le modèle est globalement significatif ou bien si le modèle n'est pas globalement significatif? Ça veut dire que si on doit retenir le modèle ou si on ne doit pas retenir le modèle. Donc, on voit que ici, on compare toujours parce qu'on est à 95%. Ici, on a à 95% de chances. Donc, 95% de chances, ça veut dire que 5% de risque. On compare la statistique critique des fichiers ou la valeur critique des fichiers ou 5% de risque. 5% c'est 0,05. On voit que ça c'est 0,00000 à peu près 14 0 ou 13 0 avant le 2. Donc ça c'est largement inférieur même à 1%. Donc ici on a 5% de risque, donc inférieur à 5% de risque. Si c'est inférieur à 5% de risque, on a cette hypothèse H0. L'hypothèse H0 qui veut dire quoi? L'hypothèse H0 qui dit que le modèle est globalement... on a peut-être l'hypothèse H1. L'hypothèse H0 qui dit que le modèle n'est pas globalement significatif et l'hypothèse H1 qui dit que le modèle est globalement significatif. Donc, je vais écrire les hypothèses ici. H0 des hypothèses. L'hypothèse nulle qui veut dire que le modèle n'est pas globalement significatif. Donc, on l'accepte lorsque la statistique calculée est supérieure au seuil de 5%. Sinon, on accepte l'hypothèse H1. Dans notre cas, l'hypothèse H1, c'est le modèle est globalement significatif. Donc, si on vient ici, on voit que ça là, c'est inférieur, largement inférieur à 5%. Donc, le modèle est globalement significatif. Maintenant, ici, ces coefficients-là sont très importants. Ici, on a calculé la constante. La constante là, c'est toujours la constante. Donc, il y a une constante qu'on devrait ajouter. Ça, c'est l'erreur. Donc, cette constante-là, je vais l'ajouter maintenant. Plus
on peut l'appeler alpha 0. Alpha 0, c'est une constante. Ça veut dire que sans le PIB, sans l'investissement, sans le PIB, sans le taux d'intérêt, alors il y a un investissement qu'on fait. Ça veut dire que même si on a 0 PIB, on a 0 investissement, 0 PIB, 0% de taux d'intérêt, alors il y a un investissement. Et cet investissement-là, si ici c'est 0, ça veut dire que alpha est 0, si ça c'est 0, donc tout va s'annuler, il va rester quoi? Ça plus ça. Ça c'est inconnu, on ne connaît jamais. On ne connaît jamais ça. L'erreur là, on ne connaît jamais. Donc il va rester alpha 0. Donc ça c'est l'investissement incompressible. Donc on investit ça, quel que soit alpha. Donc on vient, toujours l'explication. Donc cette constante qu'elle a là, que vous voyez, je vais copier. Donc 104 et 204, c'est 204. Attends, je vais agrandir là. Bon, parce que ça va pas arranger les choses. Donc 204,66, ça c'est alpha. Non, c'est pas alpha. Je sais pas pourquoi c'est en train de ménager les choses aujourd'hui là. Donc ici, c'est cette valeur là. C'est alpha 0. C'est ça la constante. C'est une constante. Donc ça veut dire que même si le PIB est nul, même si le taux d'intérêt est nul, alors il y a un investissement qui est 204 unités monétaires. On investit 204 unités monétaires. Quel que soit alpha, on investit 204 unités monétaires. Donc ici, ça c'est la variable x1. La variable x1 c'est le PIB. Parce qu'il y a PIB d'abord avant le taux d'intérêt. Donc la variable x1 c'est le PIB. Donc le PIB, c'est PIB. Donc son coefficient c'est alpha. Donc ça fait de 0,17. Donc 0,17 c'est alpha. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on ne touche pas au taux d'intérêt, ça veut dire que tout ce égal par ailleurs, si le PIB augmente d'une unité monétaire, l'investissement va augmenter de 0,17 unités monétaires. Donc ça veut dire qu'il y a une relation positive entre l'investissement et le PIB. Ça veut dire que l'augmentation du PIB fait augmenter l'investissement. Ça veut dire que si le gouvernement veut augmenter l'investissement dans ce pays X, alors il doit augmenter seulement le PIB. Et ça va avoir un effet sur l'investissement. Mais l'effet n'est pas grand parce que c'est 0,17, ça pue. Toujours l'interprétation, on vient ici. La donnée variable, donnée estimation, qui est liée le taux d'intérêt ou B. Donc, je peux CTRL-C, CTRL-C. Je copie, je colle maintenant. Maintenant, ici, c'est combien? C'est moins 35,01. Ça veut dire qu'il y a une relation inverse. Le moins là veut dire qu'il y a une relation inverse. Ça veut dire que si les taux d'intérêt augmentent, l'investissement va baisser. Ça, c'est tout à fait logique. Quand tu vas à la banque, tu vas aller emprunter de l'argent pour venir investir ton projet, pour venir investir dans ton projet, financer ton projet. Si le taux d'intérêt est bas, ça va t'attirer à attirer beaucoup d'argent pour pouvoir venir investir dans ton projet. Mais si le taux d'intérêt est très élevé, parce que le taux d'intérêt c'est le coût de l'argent, tu vas rembourser cela avec l'argent prêté. Donc tu vas avoir tendance ça va décourager les investisseurs à venir prêter de l'argent parce que le taux d'intérêt est augmenté sur le marché. Donc le taux d'intérêt, une augmentation du taux d'intérêt entraîne une diminution de l'investissement. Ça veut dire que si le taux d'intérêt augmente d'une unité monétaire, par exemple quand on prend les francs CFA, si le taux d'intérêt augmente d'un franc CFA
vous allez voir que l'investissement va baisser de 35 francs CFA. Donc ça joue un rôle prépondérant dans l'explication de l'augmentation de diminution des taux d'intérêt. Voilà, donc l'erreur là, comme j'ai dit, on ne peut jamais trouver. Donc quand vous faites estimation, vous allez retirer l'erreur là. Quand vous faites prévision, du moins, quand vous faites prévision, vous allez retirer l'erreur là pour pouvoir faire la prévision sur des périodes. Maintenant, l'explication continue dans la feuille numéro 3. Donc ici, ça c'est les erreurs types, toujours comme j'ai dit. Erreur type c'est 64 constante, ça c'est 0,21 ici. Ici c'est l'erreur type, c'est les échantillons, c'est les écarts entre les échantillons. Maintenant, ici la statistique T. Donc ça là, je ne vais pas du même colorer parce que c'est pas important ici. Maintenant, ici, statistique T. Il s'agit de test des students. Donc, toujours on compare cette statistique T là à notre statistique T qui est lui dans la table. Comme nous n'avons pas la table ici, alors cette partie là, je ne pense pas que ça soit important parce que tout ce que cette partie là signifie, ça là aussi, ça signifie. Donc, les deux signifient la même chose. Alors que ici, c'est plus facile à comprendre. On va voir la significativité. La significativité de la constante, de la variable PIB et de la variable taux d'intérêt. Ça veut dire ici, c'est 0,005, comme on a dit. Donc, H nul, l'hypothèse nulle, ça veut dire que l'hypothèse nulle qui veut dire alpha 0 est nul. L'hypothèse H0 veut dire alpha 0 c'est nul. Alpha 0 c'est nul si la statistique critique, la p-value, qu'on appelle la p-value ici, très généralement on l'appelle la p-value. Si la p-value est supérieure, au seuil de risque 5%, 0,05. Donc on a cette H0, on dira que alpha 0 est 0. Ça veut dire que ça ne contribue pas. Mais ici, on voit que c'est inférieur à 0,05. Ça, c'est 0,03. Donc, c'est inférieur à 0,003. C'est inférieur à 0,05. Donc, on dit que c'est significatif. Donc, alpha 0 doit rester dans notre modèle. Alpha 0 doit rester dans notre modèle. Maintenant, la statistique pour alpha 2, vous voyez que c'est 4,11, 10 puissance moins 15. Donc ça fait 0,000 jusqu'à 4. Donc vous voyez que ça c'est encore inférieur, extrêmement inférieur à 0,5. Donc c'est significatif aussi. Ça veut dire que le PIB contribue à l'explication de l'investissement. C'est significatif, donc ça, il peut rester dans les modèles. Alors on va voir pour les taux d'intérêt. Ça c'est pour les taux d'intérêt. Donc le taux d'intérêt c'est la variable 3. On peut même un taux d'intérêt. Ici, c'est le PIB. Pour que vous puissiez comprendre. Maintenant, le taux d'intérêt, c'est moins 4. Et c'est 4,38. 10 puissance moins 5. Ça encore, c'est inférieur au seuil de 5%. Donc ça fait 0,0000438, etc. Donc ça, c'est inférieur à 0,05. Donc, on va toujours accepter l'hypothèse H1. Parce que si la statistique la p-value là est supérieure au 5%, on accepte A0. A0 qui veut dire quoi? Ça veut dire que alpha 0 est 0 ou bien bêta 0 est 0. Ça veut dire que le PIB n'explique pas significativement l'investissement ou bien le taux d'intérêt n'explique pas significativement l'investissement. Alors que dans les deux cas, on voit que le PIB explique significativement. Les taux d'intérêt aussi expliquent significativement l'investissement, donc le modèle est bon. Ça veut dire que l'investissement peut être expliqué par les PIB et les taux d'intérêt. Alors je pense qu'on va arrêter la vidéo ici. C'était une vidéo introductive, on ne va pas trop entrer en profondeur des choses. Et d'autres vidéos, on va essayer d'expliquer encore beaucoup d'autres choses dans la vidéo. S'il vous plaît, abonnez-vous à la page et partagez, likez, commentez, donnez les suggestions. Si vous n'avez pas compris quelque chose, vous pouvez les laisser en commentaire.
Donc, cette base de données encore, je n'ai pas mis ça en ligne. Donc, vous pouvez utiliser une autre base de données que vous avez ou bien consulter une autre base de données ou bien même regarder et puis recopier parce que ce n'est pas long. Donc, vous allez recopier peut-être dans votre base, dans une base Excel. Donc, c'est pas trop. Vous pouvez même faire capture d'écran pour copier et puis faire votre analyse. Ou bien vous pouvez chercher d'autres bases de données si vous avez compris le principe. Et puis faire l'analyse alors. Donc, prochainement, on va continuer avec d'autres vidéos. Alors, si vous ne maîtrisez pas les outils, les options de Excel, alors vous pouvez regarder d'autres vidéos quelque part sur d'autres sites pour comprendre Excel avant de commencer cette formation. Donc, et puis ensuite, nous allons continuer avec le logiciel Stata, le logiciel SPSS et aussi même eView. Parce qu'avec ce logiciel-là encore, c'est plus adapté aux analyses de données que Excel. Donc, sur ce, je vais devoir arrêter la formation ici. Vous pouvez télécharger la vidéo et regarder de temps en temps pour comprendre l'analyse univariée qu'on a fait ici. On fait 2. Donc, analyse multivariée. On fait 3. Et ça, c'est la feuille de base. Ça, c'est la base de données. Feuille numéro 1. Donc, merci beaucoup de votre confiance. Alors, je vous rappelle que je m'appelle Koulibaly Adama, statisticien économiste en formation.